Tout le monde connaît La Fontaine. Enfin, surtout les fables de La Fontaine. Alors, dans cet épisode, je vous propose de braquer d'abord le projecteur sur le fabuliste, et seulement dans un deuxième temps, on parlera du fablier. Jean de La Fontaine naît en 1621 à Château-Thierry. Alors, tout ça sans la noblesse à plein nez, mais détrompez-vous. Château-Thierry n'est que le nom d'une ville, et si Jean s'appelle de La Fontaine, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est issu d'une noble lignée. Il est le fils d'un marchand, conseiller du roi certes, maître des eaux et forêts, mais un marchand quand même, et pas un seigneur. Jean de La Fontaine mène des études sérieuses et lit énormément, vous vous en doutez, notamment des classiques latins et grecs. Pourtant, il ne sait pas vraiment dans quelle direction s'engager. Sur le plan professionnel, je veux dire. Prêtre peut-être? Poète? Pourquoi pas? Non, on va plutôt faire comme papa. La Fontaine achète une charge de maître des eaux et forêts, lui aussi. Ça veut dire qu'il est responsable d'un territoire, il doit gérer une forêt. Et à l'époque, le plus souvent, on prend cette charge non pas parce qu'on est passionné de nature, mais plutôt pour se rapprocher de la noblesse. Et ce n'est pas tout, ça permet aussi de toucher un revenu à la fois par la vente de bois et en percevant certaines taxes, par exemple taxes sur la pêche. C'est pas négligeable. Rapidement, La Fontaine s'ennuie, la gestion du nombre de truites pêchées chaque saison dans telle ou telle rivière, ça n'a rien de passionnant. Il décide donc de se concentrer sur sa vraie passion, sa passion pour l'écriture, il devient poète. Son talent lui permet de trouver un mécène, autrement dit quelqu'un de très riche qui saura subvenir à ses besoins afin de le laisser se consacrer totalement à l'écriture. C'est Nicolas Fouquet qui jouera ce rôle pour La Fontaine, un gars assez important à l'époque, qui permettra à La Fontaine de se rapprocher d'autres célèbres auteurs de son siècle, tous proches de Fouquet, Charles Perrault, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné ou encore La Rochefoucauld. En 1665, La Fontaine rencontre son premier succès littéraire, en publiant les contes et nouvelles en vers, et présente dès 68 son premier recueil de fables qui rencontre un certain engouement chez le public de l'époque. Tout cela encourage La Fontaine à publier encore, et il sortira assez rapidement un roman, Les Amours de Psyché et de Cupidon, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, parce que ça, contrairement au reste, ça a été un échec cuisant, et dès la sortie. En 1678, deuxième recueil de fables, 10 ans après le premier, nouveau succès. À tel point que quelques années plus tard, en 1684, le roi autorise l'Académie française à intégrer La Fontaine. Et ça, d'abord, c'est très classe, mais surtout, c'était pas gagné du tout, parce que Louis XIV détestait le mécène de La Fontaine, Fouquet. Il l'a même fait emprisonner. Alors pour La Fontaine, obtenir la reconnaissance du roi, c'est une vraie bonne surprise. En 1693 sort le troisième et dernier recueil des fables, La Fontaine meurt peu de temps après, en 1695. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'il faut savoir du bonhomme. Jean de La Fontaine naît en 1621 et meurt en 1695. Malgré la particule de son nom, il n'est pas noble. Il a beaucoup écrit et a publié pas mal de livres dans des genres très variés, des contes, des récits, des lettres, du théâtre, de la poésie, y compris religieuse, mais ce dont on se souvient, ce sont ces fables, qui ont vraiment marqué leur époque et qui sont considérées aujourd'hui comme des monuments de la littérature française. Alors, entrons maintenant dans le détail. Les fables, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une forme particulière. La Fontaine écrit des fables en vers avec des rimes. Et ça fait que l'on confond souvent la fable avec la poésie, qui elle aussi se divise en strophes et en vers avec des rimes. Mais attention, la fable, c'est différent. C'est avant tout un récit, un genre narratif. La Fontaine nous raconte une histoire qui, en plus, mène à une morale. Ça signifie que la fable permet à travers un récit de dénoncer les travers de notre société, d'observer et de critiquer parfois les caractères des hommes. Et pour faire en sorte que cette critique ne soit pas trop violente, le fabuliste utilise l'anthropomorphisme. La plupart du temps, les personnages des fables sont des animaux anthropomorphes, des animaux qui se comportent comme des humains. Mais attention, il ne se limite pas aux animaux. La Fontaine met aussi en scène des humains, des créatures mythiques, des divinités, et même des objets animés. Quelle formidable imagination, n'est-ce pas? Mais vous le savez peut-être, La Fontaine n'a pas eu cette idée tout seul. Il s'est inspiré majoritairement du travail d'un auteur antique, Ésope. Ésope qui avait lui-même déjà écrit des fables, et ces fables ont été ensuite traduites, si vous voulez, et réécrites, reformulées
remanié par La Fontaine. Alors, Ésope, était-il grec, africain, turc? A-t-il seulement existé? Était-il une figure mythique à laquelle on a attribué la composition des fables? Le débat fait rage parmi les spécialistes, mais ce qu'on peut dire c'est que sans Ésope, pas de La Fontaine. En tout cas, certainement pas tel qu'on s'en souvient aujourd'hui. Et je sais ce que vous vous dites, ça serait super de lire une petite fable pour terminer. Mais je nous garde ça pour une autre fois. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite une bonne journée.